Je reçois Philippe Bogiaud. Bonsoir. 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 Alors, vous avez été grand reporter au Monde pendant 20 ans, Philippe Bogiaud. Ensuite, directeur de la rédaction de l'événement du jeudi et de Marianne. Vous êtes auteur de 2 biographies à succès, Boris Vian et Coluche. Vous publiez aujourd'hui à la Table Ronde, la maison qui est dirigée par Denis Tillinac, un livre qui s'appelle Bernard-Henri Lévy, Une vie. Alors c'est quand même le 3e en 3 mois sur Bernard-Henri Lévy. Oui, mais c'est la première biographie. Ouais. Les autres sont des pamphlets ou des essais. Alors, c'est une histoire extraordinaire, l'histoire de Bernard-Henri Lévy, parce que moi je le connais, mais enfin quand on lit le bouquin, on en apprend évidemment, il y a plein de trucs, ne serait-ce que par rapport à l'amplitude des destins de Bernard-Henri Lévy et de son père. Parce que quand on lit le bouquin, on s'aperçoit que sa grand-mère maternelle, Meriem, vivait dans un appartement, dites-vous, au sol en terre battue à Benissaf en Algérie. Le grand-père paternel, Joseph, il avait une boutique de photographe à Mascara. Ce sont des juifs algériens très pauvres, des 2 côtés, qui vont quitter l'Algérie progressivement et qui vont partir à la conquête d'une sorte de revanche sociale et morale, parce que ces gens ont détesté, je crois, l'Algérie. Oui, alors vous dites que le père de Bernard-Henri Lévy éprouve très tôt le désir de quitter l'Algérie parce qu'il étouffe dans sa communauté et il souffre de l'antisémitisme. Oui, parce que dans le Rannais, dans les années 30, effectivement, ceux qu'on appelait les Français de France, les derniers arrivés, transportent les idées d'action française en Algérie, et tout ça crée de l'hostilité, et avant qu'il y ait un sentiment de la part des musulmans, il y a un sentiment anti-juif très très fort qu'on n'imagine pas. Alors le père de Bernard-Henri Lévy, donc à l'âge de 18 ans, il part en Espagne, du côté des Républicains, il fait la guerre contre les troupes de Franco, et en 1943, il participe à la libération de la Tunisie, puis de l'Italie. Alors il retourne en Algérie en 1946, il épouse la mère de Bernard-Henri Lévy, et ensemble ils partent à Toulon, où le père donc, de Bernard-Henri Lévy travaille dans le bois, dans la distribution de bois. Oui, il choisit ça, il n'a pas de diplôme, il n'a rien fait, et il choisit ce travail un peu par hasard, et avec les associés, il va se mettre à créer des entreprises de bois. C'est l'époque de la reconstruction. Ouais. Donc il faut du bois, et il décide d'aller au Maroc, effectivement. À Casablanca. À Casablanca. Alors ils sont à Casablanca où ils vivent comme des métropolitains, enfin d'une façon très bourgeoise, dites-vous, et ensuite ils vont à Neuilly où là ils sont définitivement intégrés dans la bourgeoisie. Et très vite des grands bourgeois. Alors en 66, le père de Bernard-Henri Lévy le voit à l'école des mines, et là il est complètement flippé à l'idée de faire ça, et il va se plaindre à sa mère, et donc grâce à sa mère il va à Hippocagne, et il peut faire l'école normale supérieure. Absolument. Alors là vous racontez après 20 ans, la mère de sa fille, Justine, qui s'appelle Isabelle d'Outreluyne. Alors, c'est un mannequin, hein. C'est un mannequin très beau, je crois. Elle a fait des couvertures de magazines, elle a travaillé plusieurs années. Avec Richard Avedon, qui n'est pas n'importe qui. Tout à fait. Mais très rebelle aussi, hein. Oui, on dirait rebelle, baba cool, gauchiste. Oui, c'est l'époque. C'est ça, c'est l'époque. Adepte d'une liberté radicale. Oui, beaucoup plus rebelle que lui, et déjà à la limite de la délinquance. Justement, vous racontez des trucs incroyables. Elle fauche, oui. Elle fauche à mort. Elle vole dans les magasins, et elle l'entraîne à voler, et il est en lisière pendant plusieurs années de la délinquance. Et ils ont failli se faire prendre plusieurs fois. Ils volent des conneries, ils volent des pantalons. Ils volent des cuissardes si tu les tutu. Oui, absolument. Ils ont failli se faire prendre par les flics. Il y a eu une cavalcade du côté de la place Saint-Sulpice. C'est drôle de l'imaginer en train de... Il a une vie de la journée, il est un étudiant brillant, mais il a des copains qui appartiennent à la marge, avant 68, ça autour de 68. Alors, il intègre l'école normale supérieure du premier coup, et déjà cette idée quand même, je suis le meilleur. Hein. Il se sent tout de suite fait pour écrire, fait pour éditer. Il doute de rien. Il doute de rien, il ne sait pas par quel bout il va le prendre. Par quoi il va commencer son histoire, mais il sait qu'il fera du cinéma, qu'il écrira, qu'il fera du théâtre. Alors en 1971, c'est la première fois qu'on entend vraiment parler de lui, quoi. Il part au Bangladesh, là il se rêve en Malraux d'une certaine façon. Oui, il est le seul membre des brigades internationales pour le Bangladesh. Il a entendu Malraux à la télévision et il part tout seul. Il va assister à l'arrivée des troupes indiennes sur Dhaka, qui vont libérer Dhaka, et il part avec sa petite camarade d'ailleurs.
Il y a un désir d'aller voir la guerre, quoi, d'avoir des aventures existentielles fortes, quoi. C'est qu'à 10-12 ans, ce garçon a lu le portrait de l'aventurier de Roger Stéphane, où on raconte Malraux. Il y a une préface de Sartre qui dessine comme ça une sorte d'héroïsme politique, d'engagement, une vie d'engagement. Et alors qu'on est dans l'après 68, lui, il l'applique à la lettre. Donc en 71, au premier signe de guerre, il prend un billet d'avion, il part à Dakar. Mais parallèlement à ça, et c'est le personnage d'ailleurs, parallèlement à ça, il vit avec Isabelle une vie de hippie de luxe en même temps. Ils se défoncent, c'est très indolent. Oui, ils font du trafic. Alors, ils vont dormir dans un palace pendant une nuit, et puis ils vivent sur les trottoirs le reste de la semaine. Alors, au retour, il publie un livre chez Maspero, bien sûr, c'est l'époque de Maspero. Il rentre à Combat, dirigé à l'époque par Philippe Tesson pour le compte de Smadja. Il dirige le secteur essai chez Grasset, et il lance un quotidien, L'Imprévu, financé par son père, qui durera 11 jours. 7 millions de francs de pertes. Oui. C'est plus dur que le père va lui imputer. C'est-à-dire que le père tient un petit cahier dans lequel il note les dépenses de son fils. C'est en moins sur l'héritage. En moins sur l'héritage. Alors L'Imprévu, c'est le premier des gros échecs de Bernard-Henri Lévy, qui en aura plein, qui chaque fois s'en remettra très bien d'ailleurs. C'est vraiment une capacité de rebondissement absolument incroyable. Alors là, évidemment, après L'Imprévu, Grasset le renvoie, et Françoise Verny lui dit t'es un has-been. Le mec, il a 25 ans, il se fait traiter, c'est pratiquement le plus jeune has-been de France. C'est le plus jeune. Il se fait virer, c'est son père, et ça c'est assez extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'aurait fait votre père ou le mien dans un cas pareil. Mon père n'aurait jamais fait ça, je trouve ça remarquable que son père appelle Françoise Verny et plaide la cause de son fils. Il va s'humilier, le père. Il est déjà un très gros industriel, il a déjà près de 1500 employés, et il va voir Françoise Verny, ogresse de l'édition française déjà, en lui disant vous avez tort. Il ne lui dit pas je vous l'interdis, il dit vous avez tort, mon garçon a de la valeur. Ça c'est très différent de la part d'un père. Justement, c'est quelque temps après que dans les nouvelles littéraires qui appartiennent désormais à Philippe Tesson, il lance Les Nouveaux Philosophes, ensuite il publie La Barbarie à visage humain, enfin il devient le prototype de l'intellectuel anti-barbare, ni fasciste, ni staliniste. Il réunit autour de lui, à partir de Normal Supérieur, il réunit une sorte de bande de jeunes philosophes, ils ont tous 25-30 ans. Et il décide d'attaquer de front la vieille gauche française, néo-communiste, et qui cache toujours les mensonges du stalinisme. Alors là, il y a le fameux apostrophe du 27 mai 77 qui est resté comme un... C'est la fin d'un monde, quoi. Le décolleté de Bernard-Henri Lévy ce soir-là chez Pivot, c'est la fin d'un monde. Glucksmann. Il se passait les mains dans les cheveux, vous dites sans arrêt. Ils inventent là, ce soir-là, une sorte de show de l'intellectuel médiatique. On va leur en vouloir à mort. Ils ne se rendent pas compte, ils se rendent ni l'un ni l'autre, ils ne se sont pas concertés, ils se connaissent à peine, il n'y a pas du tout d'école des nouveaux philosophes, tout ça c'est bidon, c'est une sorte de putsch sur le milieu éditorial parisien, mais à leur manière, leur façon d'être, ils imposent une jeunesse, une simplicité, de la philo, dans un lieu qui est le divertissement, quoi. Et alors là, c'est une rupture terrible, il aura toute sa vie, et aujourd'hui encore, quand on pense à l'hostilité dont il est l'objet en permanence, elle vient de là. Ce que vous dites dans votre bouquin, c'est qu'au départ, c'est effectivement l'université qui lui en veut de cette éruption et de cette rupture épistémologique comme ça. Et ensuite, maintenant, vous dites, c'est plutôt les arpenteurs, vous dites dans votre livre. Vous dites qu'aujourd'hui, il est plus pourchassé par les journalistes qui disent il a acheté un terrain à tel endroit, il possède telle action, enfin, il est vraiment... C'est ça, le flambeau a été repris, quoi. Et c'est beaucoup moins digne qu'à l'époque. C'est beaucoup moins intéressant, c'est très veule même maintenant. Alors à l'époque, donc, Lévy et Glucksmann sont rejoints par Marek Alter et Bernard Kouchner. Et Lévy et Alter, alors ça devient le duo actif du droit de l'homisme. On peut dire qu'ils ont inventé le droit de l'homisme. Sakharov, la défense du dissident Sakharov. Les Jeux Olympiques de Moscou. Le mondial en Argentine, où il ne fallait pas aller. Le Cambodge, les crimes de Pol Pot au Cambodge. Parler aussi de l'Afghanistan, c'est l'idée d'une radio libre pour Kaboul. Donc quand ils veulent absolument donner une radio libre. Et alors là, vous tordez le cou à un ragot, finalement, à une fausse rumeur. C'est l'idée qu'il n'aurait rencontré le commandant Massoud que beaucoup plus tard. Vous dites non, il l'a rencontré en 81. J'ai enquêté. Quand les livres précédents sont sortis, je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte de querelle qui est née, qui voulait que
que Bernard-Henri Lévy ait menti en disant qu'il était l'ami de Massoud depuis 20 ans, c'est vraiment un truc sans intérêt. Ouais. C'était l'obsession des 20 ans d'amitié de Massoud. Enfin, en tous les cas, vous dites que c'est vrai qu'il l'a connu oui, il l'a vu en 81 à Peshawar. Ouais. C'est exact, j'ai vu des témoins. Alors, vous racontez la rencontre avec Ariel Dombal dans une signature de livre au Pen Club, et il écrit « Pour Ariel Dombal, en attendant ». C'est un premier jet. Ouais. C'est pas mal déjà. Et elle lui fait un rentre-dedans, d'ailleurs, le même Ouais, elle lui jeu, dit venez me voir au théâtre où elle joue Kleist, et il n'y va pas, mais il retombe sur elle à Milan quelques jours plus tard. Et en fait, Ariel, à l'époque, a 22 ans, elle est mariée avec un homme qui a 35 ans de plus qu'elle. Et il s'aperçoit, il fait faire une enquête sur elle, il s'aperçoit qu'elle est dépressive. Oui, il prend un détective privé. Ouais. Comme Canal. Comme Canal. Oui, elle a un très vieux mari, elle vous laisse un homme admirable, paraît-il, et elle voulait se venger de son père, quoi. C'est toujours des reproches familiaux, et effectivement, elle rencontre Bernard-Henri Lévy. On a l'impression, d'ailleurs ça m'a beaucoup étonné dans mon enquête, qu'elle l'attendait, quoi. Quand elle le dit... Elle lui dit, vous êtes le seul homme qui puisse me sauver. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous lui répondez? Oui. Ça fait une vie, quoi. Ça fait Après, ça fait une vie. Alors, relation clandestine pendant 7 ans, parce qu'à l'époque, il est avec Sylvie, donc voilà. Il va donner l'impression, au fur et à mesure des années, de vouloir se faire prendre. Il n'arrive pas à dire à sa femme qu'il voudrait s'en aller, que c'est la fin d'un amour. Et puis, en même temps, ses amis finissent par ne connaître que l'autre, la clandestine. Ça dure 7 ans. 7 ans, c'est long. 7 années. Et il part un 23 décembre. Alors, vous racontez la fortune de Bernard-Henri Lévy, parce qu'on a beaucoup daubé là-dessus. Bah, il a hérité de son père, oui, comme ça arrive souvent, donc de 750 millions de francs, ce qui est pas mal. Plus un patrimoine immobilier, donc ça fait, il hérite en gros d'1 milliard de francs. Ouais. Voilà. Mais en même temps, ce que vous dites aussi dans le bouquin, c'est qu'il a fait fructifier ça, finalement. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de taper dans le capital, il a augmenté sa fortune de 30%. Les experts disent plus de 30% maintenant. Donc c'est un très bon homme d'affaires. Il dépense rien, ce type. Enfin, il dépense des billets d'avion, il achète des maisons, mais il jouit de rien. Il n'achète pas de tableau, fait pas de course automobile. D'ailleurs, il n'a même pas son permis de conduire. Il utilise des avions. Shampoing, du démêlant un peu. Et c'est vrai que des chemises blanches. Des chemises. Alors aussi, il y a la Bosnie. Là aussi, vous tordez le cou à une idée, c'est ces fameux murets derrière lesquels il était caché. C'est une photo qui a fait le tour des rédactions, qui a été beaucoup mise en valeur par le Canard enchaîné d'ailleurs. Et en fait, vous expliquez dans votre bouquin que ça canarde vraiment, quoi, qu'à un moment, il y a un film. Il suffisait d'aller voir. C'est toujours ça, c'est ridicule. C'est marrant quand même, comme il attire ça quand même. Comment les gens veulent toujours chercher le... Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je m'approche un peu de cette espèce d'hostilité. Il y a toujours... c'est un délit de haine, quoi. Il y a sur lui, il attire comme la foudre, il attire la rancœur, l'amertume, et de temps en temps, il y a un coup bas, quoi. Alors, vous parlez de ses échecs, il y en a beaucoup, on a parlé de l'imprévu, il y a une pièce de théâtre, le fameux Jugement dernier, à l'atelier. Alors là, il appelle tous ses potes à la rescousse, etc., mais rien n'y fait, quoi. La pièce ne passe pas. Pareil, 4 ans plus tard, quand il fait son film avec Alain Delon, Le jour et la nuit, re-échec. Et à chaque fois, bon, bah, il avale le truc, et il revient comme une espèce de phénix, quoi. Il renaît toujours, abattu, mais pas mort. C'est fonctionnement curieux, parce que on peut se dire que tout le monde serait très très content du succès, du triomphe. Lui, on a l'impression qu'il agit plus et plus fort, qu'il se nourrit davantage d'un échec. Donc, à la limite, il va le rechercher, quoi, plus ou moins inconsciemment. Et ce film dont vous parlez, c'est vrai que c'est un échec très grave. Là, il a aussi provoqué. Vous dites qu'il est sur la plage au Mexique pendant le tournage et il pense déjà à la promotion du film, au lieu de s'occuper du film, quoi. Ça, il invite François Giroud pour qu'elle reparte parler du film. Quand elle revient au Nouvel Obs en disant j'étais invité au Mexique par Bernard-Henri Lévy pour son film, tout le monde n'a plus envie d'en parler. Absolument, parce que tout le monde est vert de rage. Et puis il y a des photos de tournage qui sont banales pour d'autres, mais qui sont terribles pour lui. Il est torse nu, on voit Alain Delon, etc. Tout le monde est beau et triomphant, avec une énorme caméra derrière. Il y a plein de gens qui supportent pas ça. Ça énerve. Ça énerve. Beau, riche et célèbre. Et en plus, il fait du cinéma payé par son père. Et puis du cinéma, pas un petit film d'arrêt d'essai, quoi. Un gros truc cher, avec Lorraine Bacall et tout ça. Voilà, avec Alain Delon. Alors, il y a un truc dans votre livre, moi je trouvais, que je ne savais pas du tout, qui est absolument extraordinaire, c'est qu'un jour, Bernard-Henri Lévy a rendez-vous avec Dominique de Villepin, et Dominique de Villepin lui dit vous avez l'air d'un Christ. Bon, ça a l'air de rien comme ça, et lui,
commence à avoir des stigmates. Ça, c'est incroyable. Ça, alors là, d'où vous sortez ça, là? C'est génial. Je ne connaissais pas cette histoire. C'est qu'il a vraiment les mains qui les a saignent. traînées des mois. Hein, ça a duré des comme mois. le Padre Pio, quoi, vraiment. Il y a eu beaucoup, exactement, il y a Ouais. eu beaucoup de témoins. C'est après le film. Ouais. Il encaisse très très mal. Il est la risée de tout Paris. Il y a un journaliste très connu qui dit que son film est le plus mauvais film de toute l'histoire du cinéma français. C'est quand même Comme le sort des un honneur. furée médiatique incroyable. Ah oui. Mais c'était vraiment ses amis, etc., qui ont vu le film. Plus personne n'ose lui en parler. François Giroud, etc. Tout le monde trouve ça mauvais, on n'ose pas lui dire, c'est un climat terrible. Comme c'est un garçon qui, je pense, intériorise énormément. Somatise, ouais. Ça a du mal à sortir. Ouais. Le mal doit se promener un certain temps avant de s'exprimer. Et Villepin lui dit cette phrase, c'est que c'est extraordinaire, vous êtes un Christ sans plaie. Toute la journée. Ni une, ni deux. Ni une, ni deux, dans la nuit suivante, après une journée d'angoisse, etc. Ni une, ni deux, au réveil le matin, il est en sang. Les mains en Là, sang. je suis battu, là. Non, c'est extraordinaire. Ah, non c'est Je suis génial. vraiment, On a tous fait du je passe pas les choses à psychosomatisme, mais là, moitié, je veux Et dire, lui, ça, c'est... Et ils font le tour des dermatos de France et Ouais, de ouais, Navarre. Ça dure des mois. Ça dure des mois, ça dure Ouais. des mois. Jusqu'à la création d'un autre livre. Ouais. Alors, vous racontez tout, hein, la villa de Marrakech, avec la Dombalothèque, c'est-à-dire il y a un labyrinthe au sous-sol. Le musée et que des des photos. photos d'eux, hein, qui racontent leur vie. C'est son idée, quoi, faire de ma vie une œuvre d'art. Quoi. Oui, Ouais. il le dit, hein, il ne s'en cache pas, c'est Malraux, Hemingway. Ces écrivains ont réussi Ouais. à mêler de pair l'œuvre et leur vie. Quand on voit... Aujourd'hui, photographier un écrivain, ça n'a plus aucun intérêt. Quoi. Ouais. Il ressemble à un journaliste, à Ouais. un professeur. Il n'est jamais en situation. Ouais. Alors que les photos de Malraux ou d'Hemingway, Ouais. ça a de la gueule, ça a une autre gueule. Toujours un renvoi à l'enfance. quoi. Alors voilà, vous racontez aussi des trucs comme les guerres oubliées, c'est-à-dire qu'avec le pognon qu'il a, il pourrait faire autre chose qu'aller s'emmerder en Sierra Leone, voir les enfants soldats, y passer du temps à ses frais, etc. La fondation aussi, André Lévy, donc finalement... mais il est assez discret là-dessus finalement, donc ce qui fait que... Et on ne l'a su encore que parce que des journalistes Ouais. allaient fouiner pour savoir si c'était vrai, etc. Il est cerné, quoi, maintenant. Ouais. Moi, je trouve que c'est un personnage intéressant pour son épopée, Ouais. qualité et défauts confondus. Mais je trouve que, au-delà de tout, c'est quand même de sa génération le dernier romantique qui va encore, vous le disiez, les guerres oubliées. Quand même assez fou d'aller chez les Contras, les paramilitaires Ouais. de Colombie. Il faut quand même être dingue, quoi. Oui, alors qu'il pourrait être à l'Eden Rock ou à Il Gstaad. pourrait rester plusieurs jours de suite à l'Eden Rock. Ouais. Il y va quand même. Il y à va, l'Eden mais... Rock. Voilà, oui. Mais il abrège son séjour. Il a réagi comment au bouquin? Ben, j'attends sa réaction. Ouais. J'ai pas de réaction encore. Je m'inquiète un peu, pas trop. Ouais. Quand il parle de lui, que dit-il? Quand il parle de lui, il dit du bien, un peu de mal, surtout du bien. Non, je crois qu'il a 56 ans maintenant. Hein, c'est-à-dire que, il est très très préoccupé de l'œuvre, je crois. Il écrit tous les jours. Et Même puis dans là, il l'avion. s'attaque à l'Amérique, là. Il va faire Là, il s'attaque à l'Amérique. un bouquin qui et- s'appelle American Vertigo, qui est publié dans Atlantic Monthly en feuilleton, quoi, mais qui va Oui, sortir le supplément en Voyage de 2006. Tocqueville, c'est ça, Tout oui. à fait, Ah oui. Il y a Non, un film sur, tout est possible. sur Daniel Pearl, Ouais. où un comédien américain jouera le rôle de Bernard-Henri Lévy. Enfin, Ouais, ça nous promet encore des polémiques. Ouais. Oui. Et puis il s'y prend comme en France, c'est-à-dire il constitue des réseaux, il se montre, et c'est bizarre, tout ce qu'on lui reproche à Paris devient vertu là-bas. Quoi. Ouais. L'argent, une très jolie Ah oui. femme, les voitures, les palaces. Il est parti effectivement, au moins pour un temps. Hein. Il est tellement paradoxal. Ouais. Quand même, on voudrait expliquer sa déception. La déception qu'on ressent quand on est en face de quelqu'un qui, effectivement, fait des causes pour vraiment des situations très, très graves, qui est un vrai intellectuel totalement respectable, et dont on ne comprend pas l'attitude de poseur. C'est-à-dire qu'on se dit, subitement, on le retrouve à un défilé de mode où on s'attend à trouver des gens comme moi, des acteurs, des mannequins, etc. Et subitement, il y a Bernard-Henri Lévy qui est là, on se dit, mais ça fout tout par terre un peu. J'arrive pas à comprendre le lien entre les deux. Dans une époque où s'il n'avait pas ce côté poseur, on ne parlerait pas de lui quand il va à Sarajevo non plus. Enfin, Vous, il est connaissez, obligé de jouer le vous, jeu. vous le connaissez, Amanda Un peu. Vous en pensez quoi? C'est un homme brillant. Mais c'est un homme brillant. Enfin, je commence par dire que Non, j'admire l'intellectuel. Je peux comprendre, mais c'est-à-dire que je crois que c'est un jeu qu'il est aussi obligé de jouer. Merci.
Merci.